Bon, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On va continuer notre cours de physique semi niveau terminal. Euh, on avait commencé le chapitre numéro 4 là, mouvement dans un champ de gravitation. On avait fait une première partie. Et donc avec cette vidéo, on va achever le chapitre. Ok. Donc, deuxième partie du chapitre alors. Donc, premièrement, on avait vu ces deux points là, je pense. Euh, Champ et interaction. Mouvement de chute libre. Donc, ça, c'est ce qu'on avait fait la première partie. On va juste faire rapidement rappeler ça avant de passer à autre chose. Donc, on avait vu ces genres de forces-là, forces d'interaction entre des masses qui s'attirent. Ok. On avait parlé des champs de gravitation, comment calculer les champs de gravitation en utilisant donc la constante ici, cette constante de gravitation universelle, 6,67 10 puissance moins 11. Je pense que ça est sur vos calculatrices aussi. Et comment obtenir, calculer la valeur du champ de gravitation généré par ce point M là, voilà, en utilisant la constante, la masse M et les rayons R, la distance entre le centre du point et un endroit donné. Et là, c'est donc, si les points, par exemple la Terre, on utilise les rayons de la Terre plus la distance. OK? Champ de gravitation et en fonction de l'altitude. Par exemple, les satellites qui tournent autour de la Terre ou bien la Terre qui tourne autour du Soleil. Voilà, on peut avoir quelque chose comme ça. À n'importe quelle altitude, on peut calculer donc les G correspondants. On avait parlé de tout ça, les chutes libres, on avait parlé de ça aussi. Et un point important ici, ce point-là, on dit que pour tout mouvement de chute libre, l'accélération du mouvement du centre d'inertie est égale au champ de pesanteur. Il faut retenir ça. Ça dit A égale à G. Quand vous êtes en mouvement de chute libre, A égale à G. OK? Et cette formule-là, je vous avais dit qu'on avait parlé de ça aussi quand on a parlé de la cinématique, là. C'est la même chose, sauf qu'ici, c'est vertical. On avait dit ça. Et on avait donné les équations de la trajectoire et tout ça. Voilà. Mouvement avec ça, c'est chute libre verticalement et sans vitesse initiale. Ça, c'est mouvement de chute libre avec vitesse initiale. Donc, si vous tirez, par exemple, un ballon, le trajet que le ballon va faire avant d'aller taper sur le sol. Et l'équation qu'on avait donnée, on avait parlé de la flèche. Donc, c'est l'altitude maximale ici. On avait parlé de la portée. Donc, c'est-à-dire la distance maximale que le ballon a parcouru ou le projectile a parcouru. OK? Et on avait parlé des différents tirs. OK? Ça, c'était XP, non? Voilà. Tir en cloche, tir tendu. Voilà. Et puis la portée maximale. Quels sont les différents angles pour avoir ça? Je pense que c'est là qu'on avait arrêté la fois passée. Donc, aujourd'hui, on va continuer donc avec les deux autres parties du, du chapitre. Parce que le chapitre a quatre parties, les quatre parties qui sont là. On a vu ces deux parties dans la première vidéo. Donc, cette vidéo, on va parler de la partie 3 et partie 4. Donc, partie 3 qui parle de mouvement des satellites et des planètes. Donc, c'est quoi une planète? C'est quoi un satellite? Hmm? Les planètes tournent autour du Soleil. Les satellites tournent autour des planètes. OK? Par exemple, la Lune tourne autour du Soleil. Pardon. La Lune tourne autour de la Terre. Donc, la Lune
est un satellite de la Terre. La Terre tourne autour du Soleil, donc la Terre est une planète. OK? Donc, mouvement des satellites et des planètes. Donc, on va définir quelques référentiels. Ça, c'est juste pour vos informations, hein? Juste informatique, à titre d'information. Un référentiel est un repère lié à un observateur muni d'une horloge. Référentiel géocentrique. Géocentrique, l'origine, c'est le centre de la Terre avec trois axes, c'est-à-dire X, Y, Z, qui sont dirigés vers trois étoiles lointaines. Mais l'origine, c'est le centre de la Terre. Référentiel héliocentrique de Kepler. Donc, ce référentiel héliocentrique-là, l'origine, c'est le centre du Soleil, pas le centre de la Terre, avec les axes dirigés vers trois étoiles éloignées. Les référentiels de Copernic. Ce référentiel-là, le centre, c'est la masse du système solaire, okay? De plus en plus grand. La masse du système solaire avec les trois axes dirigés vers des étoiles éloignées. Ce référentiel-là, celui-là, héliocentrique-là, peut être considéré comme galiléen avec une bonne précision. Et c'est le seul parmi ces référentiels-là qui peut être considéré comme ça. Okay? Donc, je le disais, les planètes tournent dans un plan passant par le centre du Soleil. Ce que je disais au début, les planètes tournent autour du Soleil. Et les satellites, elles tournent autour des planètes. Donc, les satellites d'une planète tournent dans un plan passant par le centre de ces planètes, donc pas son centre. Okay? Donc, si on prend approximativement, dans l'approximation circulaire, le mouvement d'une planète, le mouvement d'une planète autour du Soleil par rapport au repère héliocentrique, ou encore le mouvement d'un satellite autour d'une planète par rapport au repère propre, on peut dire planétocentrique, c'est-à-dire au repère propre de cette planète. Si ça tourne autour de la planète Terre, c'est au repère qui est lié à cette planète Terre. Okay? Donc, on peut considérer que ces mouvements-là sont uniformes. Okay? Donc, qui veut dire comme ça, je ne sais pas si vous voyez clair, mais vous voyez, vous avez par exemple ici, on peut dire ça c'est le Soleil, S, et ça c'est la Terre qui tourne autour du Soleil. Donc, si on prend, ça c'est la distance entre les deux, et ça c'est l'attraction, donc force, voilà. Ah, ça c'est la force unitaire, ça c'est la force d'attraction. Là, les rayons, bon, on va dire la distance entre les deux centres. Okay? Là, on considère un petit déplacement. On considère un déplacement élémentaire quelconque. Donc, vous voyez que si on considère un déplacement, ce déplacement élémentaire-là est perpendiculaire à cette force d'attraction. Ou bien, alors que vous vous rappelez, on a dit travail d'une force. Donc, c'est la force, vecteur force, scalaire, vecteur déplacement. Donc, le vecteur déplacement, là, petit déplacement, déplacement élémentaire, dl ici, ce déplacement élémentaire, là, est perpendiculaire à la force, vecteur force ici. Donc, si on fait le travail de cette force d'attraction, là, que le Soleil exerce sur la Terre, par exemple, ce travail sera nul parce que W, delta W égale à F fois delta L. Donc, le travail élémentaire sera la force multipliée par le déplacement élémentaire est égal à variation de l'énergie cinétique égale à 0. Donc, si variation de l'énergie cinétique est 0, ça veut dire que la vitesse est constante. C'est ce que ça veut dire. Donc, la vitesse est constante
qu'on vient de dire, alors le mouvement est uniforme. OK? Vitesse constante, mouvement est uniforme. Donc, d'après le théorème du centre d'inertie appliqué à un satellite de la Terre de masse M, on peut avoir donc ceci. F, c'est la somme des forces extérieures, ce n'est que F, uniquement F, est égal à MA. OK? Ce qui veut dire, vous vous rappelez de la force, la formule de la force là, je viens de rappeler ça sous site. Donc, la constante de gravitation universelle multipliée la masse, les deux masses, parce que ici on parle d'une masse M, satellite d'une masse M, qui tourne autour de la Terre. OK? Donc, on va multiplier la masse des satellites, les satellites qui tournent autour de la Terre, là, qui nous permet de communiquer, là. Multiplié par la masse de la Terre. OK? Là, on considère que là, c'est la Terre ici, et là, c'est les satellites. Donc, la force, là, force d'attraction, on a vu ça dans la vidéo précédente. Donc, les deux masses, produit des deux masses, divisé par le rayon de la Terre plus l'altitude à laquelle les satellites se trouvent. Parce que l'altitude, c'est la position des satellites jusqu'à la surface de la Terre. Donc, il faudra additionner les rayons de la Terre. Voilà, et on fait tout ça au carré. Et par rapport au vecteur unitaire ici, cette force sera négative. Voilà, voici pourquoi on a le moins ici. Il n'y a rien d'autre, hein. Donc, du point de vue à valeur de la force, il n'y aura pas le moins. C'est parce qu'on a le vecteur unitaire ici qui est opposé à la force qu'il y a le moins. Donc, ça est égal à MA. M, c'est la masse de notre satellite, multiplié par l'accélération. Okay? Donc, avec ça, vous voyez que vous pouvez supprimer le petit m ici et supprimer le petit m ici. Vrai ou faux? Vous pouvez supprimer m ici, supprimer m ici. Donc, en ce moment, nous allons avoir que ce qui reste ici, en supprimant m, est égal à A. Donc, voici pourquoi A égale à moins G, la constante de gravitation universelle là, sur M, masse de la Terre, divisé par R plus Z du tout à la puissance 2. Donc, si vous lancez votre satellite, d'accord, en fonction de la distance à laquelle le satellite va se trouver, vous allez obtenir l'accélération de ces satellites. OK? Donc, ici, l'intensité de l'accélération, voilà, on enlève maintenant le moins, on enlève le vecteur unitaire et on aura comme ça. OK? Et il ne faut pas oublier la formule de l'accélération. Quand on a vu cinématique, l'accélération égale à quoi? Vitesse au carré sur le rayon au carré. N'oubliez pas que les rayons de l'orbite, là, ici, c'est le rayon de la Terre plus l'altitude. Donc, voici ce qu'on a. Carré. Vitesse au carré, c'est rayon au carré. Donc, en ce moment, vous pouvez avoir la vitesse. Vous pouvez tirer la vitesse ici. Ça sera racine carrée de tout ça. G. Puisqu'on a ça égal à ça. Ou bien, vous pouvez faire produit croisé et puis vous tirez la distance. Si vous faites produit croisé, vous allez voir que les dénominateurs là, vont se simplifier. C'est comme si vous avez G, constante de gravitation universelle, multiplié par MT, ici multiplié par, égal à V carré. Donc V carré sera égal à ça. Ici, là, si on multiplie ce V-là, qu'est-ce qu'on aura? Avec la formule de l'accélération, je pense qu'ici, là, on ne devait pas avoir ça, là.
On ne va pas avoir ce carré qui est là. C'est ça le problème. Voilà, ça devait être juste V carré sur R. Ce carré-là ne devait pas être là. Voilà, donc en ce moment, il y a 1 qui va se simplifier et puis laisser 1 ici. Donc, prenez en compte, le carré-là ne doit pas être là. Ça fait V carré sur R. Voilà, c'est ça la formule de l'accélération. Vitesse au carré sur R. OK? Ce carré-là, c'est faux, hein? OK? Donc, en enlevant ce carré, si vous faites produit croisé, vous allez avoir ça. Il suffit juste de multiplier ça là par ici. Donc, vous allez avoir R, MT multiplié par, entre parenthèses, RT plus Z, parce qu'il n'y a pas carré. Et comme ici, on a RT plus Z au carré là, on peut simplifier, mais en simplifiant, comme ici c'est carré, il y aura toujours en bas RT plus Z. Donc, du coup, on peut avoir V carré égale à ça sans le carré là. Et on peut avoir notre V comme ça. Racine carrée. Il faut essayer, c'est pas compliqué à faire cette démonstration. Essayez en tenant compte qu'ici, là, il n'y a pas de carré. Le carré, là, il faut ici. Ok? Racine carrée de G, MT sur RT plus Z. C'est tout. OK? Donc, on peut avoir notre vitesse comme ça. Et vous voyez très bien que cette vitesse-là, elle est constante. Elle dépend de la masse de la Terre, des rayons de la Terre et de l'altitude Z. Donc, la vitesse de votre satellite, pour que votre satellite puisse tourner à cette altitude Z là, voici la vitesse que vous devez utiliser. Vitesse de rotation. Donc, le vecteur accélération de la planète maintenant, par rapport au repère héliocentrique, vous vous rappelez du repère héliocentrique, c'est le repère dont le centre est le centre du Soleil. Ou encore, accélération d'un satellite par rapport au repère propre de la planète est égal au vecteur champ de gravitation. L'accélération égale à champ de gravitation. Encore une fois. Donc ici, les champs de gravitation là donnent l'accélération. La période maintenant de révolution, la période, vous connaissez ce qui veut dire période, c'est-à-dire le temps mis pour effectuer un tour complet. Combien de temps pour faire un tour? Okay? Pour revenir sur la position initiale. Donc, voici comment on peut obtenir la période. T égale à 2 pi RT plus Z sur V. OK? Donc, si vous remplacez la valeur de V ici, V qui est là, par sa valeur ici, vous pouvez avoir quelque chose comme ça. Racine carrée là, faut pas oublier que c'est comme si c'était puissance 1,5. La puissance 1,5. OK? Voilà. Puissance 1,5. Donc, si vous faites puissance 1 plus puissance 1,5, vous allez voir que vous allez avoir puissance 3,5. C'est comme ça qu'on a obtenu ça. Donc, on a laissé lui là, parce que c'est divisé par divisé. Donc, si vous ramenez au numérateur, ça reste comme ça. Si vous n'arrivez pas à démontrer, retenez au moins cette formule. Mais le V là, on a juste si on remplace cette racine-là par le V qui est là, vous allez avoir racine de tout ça. Donc, on peut séparer pour dire que ça fait racine de G, la constante là, de gravitation universelle, fois M, divisé par racine de RT plus Z. Ou bien, donc, comme
ça sera 2 divisions. On peut ramener racine de R plus Z là, en haut. Et remettre ça à la puissance 1 demi. Parce que racine de R plus Z, ça fait R plus Z à la puissance 1 demi. Donc, cette puissance 1 demi plus puissance 1, c'est ça qui fait puissance 3 demi. Parce que les puissances vont s'additionner. Ou bien, voilà. Et vous allez avoir seulement racine de G sur M là, au dénominateur. Donc, voici la formule pour avoir la période de révolution. Donc, ici là, connaissant la période de révolution là, vous pouvez même calculer beaucoup de choses. Mouvement dans un champ de gravitation, quatrième partie maintenant, on va parler des glissements sur un plan incliné lisse. Quand on dit lisse, donc c'est la dernière partie de ce chapitre et après ça, on va faire juste un petit exercice d'application. D'accord? Donc, on dit que ça, c'est surtout pour les élèves de la terminale C, hein? Voilà, uniquement. Bon, anyway, solide, soit on prend un solide S de masse M, glissant sans frottement. Lisse, ça veut dire sans frottement. Un plan incliné d'un angle alpha. Donc, voici les plans. OK? Donc, voici les plans et les solides glissent sur ces plans-là. OK? Dans ces plans. Et les plans inclinés d'un angle alpha. Vous voyez l'angle là, alpha ici. Donc, je suppose que vous prenez par exemple une double feuille. Les feuilles dans vos cahiers là. Double feuille. Vous arrachez une double feuille. Et vous imaginez ça, c'est juste la feuille là, vous ouvrez, vous fermez. Et la feuille ici, vous voyez l'angle d'ouverture de la feuille. Et le mouvement se passe sur ces plans-là, sur ces plans inclinés. On a dit un plan, ok? Un plan. C'est pas dans l'espace, c'est sur ce plan, mais ce plan est incliné. D'accord? Donc, on peut dire que ça se passe ici sur le plan I et puis J, sur ce plan-là. L'axe J qui est là, l'axe I qui est là. Et sur ce plan que le mouvement se déroule. Donc, d'après le théorème du centre d'inertie, on peut écrire comme ça, facilement, non? Donc, somme de forces extérieures égale à masse fois accélération. Donc, on va voir quelles sont les forces qui sont appliquées. Ça sera évidemment R, la réaction du support, et le poids du système même, okay, est égal à masse fois accélération. Donc, si on essaie de simplifier de façon comme ça, vous voyez ici l'ouverture, l'angle ici, c'est comme si c'était cet angle qui est là. Vous voyez? Voilà. L'angle qui est là. Donc, l'axe J là, l'axe J là, c'est cet axe-là qui est là. Donc, vous êtes d'accord avec moi que l'axe I là, c'est l'axe qui entre, l'axe entrant. Parce que si vous mettez de ce côté-là, pour regarder la feuille, l'axe I là sera l'axe entrant. Et l'axe J sera cet axe. Vous voyez? Maintenant, l'axe K sera juste vers le haut. C'est ça là qui est là. Donc, supposons qu'on a un objet qui est là, il glisse sur ce plan-là, incliné. Donc, le poids de l'objet sera là, cette force. Donc, on a le poids. La réaction du support, parce que si vous opposez l'objet sur des plans, forcément, il y aura réaction, action-réaction. OK? Qu'est-ce qui est toujours perpendiculaire au support là?
Donc, si on essaie de projeter cette relation, la relation masse fois accélération égale à R plus, égale à la somme des forces, là. Voilà. Donc, on va projeter les forces R et P dans les trois axes, I, J et puis K. Et on va voir qu'est-ce que ça va donner pour chaque axe. Donc, projetons la relation, cette relation-là, étoile, la relation étoile, dans les repères O, I, J, K. Donc, si l'axe I, cet axe I là, cet axe qui entre là, si cet axe-là, quelle sera la valeur de, notre, comment dire, accélération? On va prendre accélération ici. Là, c'est R. Donc, ça, plus ça. Je pense que ça, c'est, comment on appelle? La masse et le poids. Donc, on va projeter la réaction, on va projeter le poids et on va projeter l'accélération. Donc, c'est comme si on a trois forces, trois vecteurs à projeter sur chaque axe, sur chaque axe, ok? L'axe X, l'axe Y, l'axe J, puis K. L'axe. Si on prend la réaction du support, cette réaction du support-là, si l'axe I, vous voyez que ça sera 0 parce que cette réaction est perpendiculaire à l'axe I. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on a 0 ici. Si l'axe J, OOJ, si vous voulez, pareil, c'est perpendiculaire. Vous voyez que R est perpendiculaire à l'axe qui est là. Donc, ça fait 0 aussi. Par contre, si l'axe Z, c'est-à-dire OZ, OK, si K là, on aura exactement la même valeur. R sera égal à R. Vous voyez que c'est le même sens, et puis c'est même, voilà, direction. C'est pas incliné. Donc, c'est pour ça on aura R ici. Maintenant, si on prend pour le poids, si l'axe I, le poids donne 0, ok? Donc, le poids aura des valeurs que si l'axe J et l'axe K. Et si vous projetez ici le poids à cause de l'angle là, l'angle d'inclinaison ici là va revenir ici, ou bien ici encore. Donc, passer sur des angles alternes internes. Depuis la quatrième, vous avez vu ça alterne interne. Donc, ces deux angles sont égaux. Et c'est cet angle-là qui revient là. Donc, le poids là peut être décomposé à Px et puis Py. Bon, ici, c'est plutôt Py et puis Pz. Voilà. Donc, si Z, ça va être ça. Donc, opposé à l'axe, au vecteur K. Et pour J, pardon, ça sera ça. Donc, opposé aussi au vecteur J. Je ne sais pas si vous comprenez. Le poids qui est là sera décomposé à deux composantes. Une composante ici, une autre composante ici. OK? Donc, la composante qui est là, sera la composante sur K et cette composante sera sur la composante sur J. Pour I là, c'est 0. D'autres vont dire que ça sera ça et puis ça. C'est la même chose, hein. C'est vecteur, vous prenez comme ça et comme ça, c'est pareil. C'est-à-dire vecteur G, H, c'est la même chose que vecteur K, P. Donc, pour avoir ce vecteur-là, G, H, qui est la composante sur l'axe J,
ça sera quoi? Sinus. Vous voyez, ça sera l'hypoténuse. Vous prenez ce triangle rectangle-là. À quoi sera égal à sinus de cet angle alpha? Sinus, donc, ça sera cette distance divisé par cette distance qui est l'hypoténuse. Côté opposé, c'est l'hypoténuse. Donc, du coup, on peut dire que cette distance, ça sera G et MG, c'est-à-dire P, si vous voulez. P fois sinus alpha. Maintenant, le P là, c'est ça qui est MG. Et comme c'est opposé au vecteur unitaire J ici, donc on doit mettre moins. Voici pourquoi on a ici moins MG sinus alpha. Maintenant, l'autre composante qui est là, P dit que c'est cette distance, GK, ça sera donc cosinus alpha. Si vous voulez cosinus de cet angle, ça fait côté adjacent sur l'hypoténuse. Donc, même chose. Vous voyez que GK, c'est opposé au vecteur K ici. Donc, voici pourquoi on aura besoin du moins ici. Donc, au moins MG cosinus alpha. D'accord? Voilà. Donc, l'accélération, on va dire accélération sur X, Y, et puis Z. Donc, voici ce qu'on va obtenir. Donc, on sait que le solide là ne va pas décoller du plan incliné. Parce qu'on a dit ça glisse sur le plan. Donc, ça veut dire sur l'axe Z là, il n'y a pas de mouvement en fait. S'il n'y a pas de mouvement, donc l'accélération sur Z sera égale à 0. Sur l'axe Z, il n'y a pas de mouvement. Donc, AZ sera égal à 0. C'est ce qu'on a écrit ici. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir ici 0 plus 0 égale à AX. Ça veut dire que AX égale à 0. C'est tout. Cette ligne va nous donner quoi? 0 plus moins mg sinus alpha égale à m fois AY. Donc, je peux dire que je peux simplifier les m là ici. Bon, je supprime ici, supprime ici. Donc, je peux dire que A, plus celui-là, c'est 0. AY sera égal à moins G sinus alpha. Les M vont se simplifier. Voilà. Et là, j'aurai ça plus ça égal à M fois AZ. Mais AZ, c'est 0. Donc, pas besoin de se fatiguer ici pour pas se stresser. Donc, du coup, voici ce qu'on aura. Seulement AY qui n'est pas nul. OK? Ce sera juste parce que c'est incliné comme ça. Donc, le fait que ça soit incliné là, le solide va forcément descendre vers le bas comme ça. Bon, je garde ça ici. Lorsqu'un solide, un solide, hein, lorsqu'un solide glisse sans frottement sur un plan incliné, bon, on va corriger ça là, je peux pas attendre. On reprend. Lorsqu'un solide, donc, glisse sans frottement sur un plan incliné d'angle alpha, par rapport à l'horizontale, donc le vecteur accélération de son centre d'inertie est constant et parallèle aux lignes du plus grand plan. Et orienté vers le bas. Et la valeur, c'est ça. Accélération égale à G sinus alpha. On vient de démontrer ça tout de suite. Donc, pas besoin d'expliquer ça encore. À l'instant initial, on suppose que le solide est lancé en haut avec une vitesse V0 faisant un angle bêta. Vous voyez ici, l'angle bêta. On a V0 ici, la vitesse initiale, et la vitesse avec l'horizontale qui est là, ça fait bêta ici. L'angle qui fait la vitesse avec l'horizontale, ça fait bêta. Donc, on aura quoi? Accélération, AX, ça fait 0, AY, moins G sinus alpha, AZ égale à 0.
Donc, si on intègre ça par intégration, parce que là, on va aller chercher l'équation maintenant. On va aller chercher l'équation. Donc, on va intégrer l'accélération pour avoir la vitesse et intégrer la vitesse pour avoir vecteur position. Ou bien, voilà. Donc, vecteur vitesse, si on fait l'intégration, on aura, comme A0, c'est 0, ça veut dire que vitesse X, AX, c'est 0, ça veut dire que Vx sera une constante. Et cette constante-là, c'est la condition à l'initiale qui va donner cette constante. Donc, à l'initiale, Vx donc sera égal à V0 cosinus bêta. Est-ce que vous voyez ici? Vous avez V0 ici. Sur axe X, ça fait V0 cosinus de cet angle-là, cosinus bêta. Sur l'axe Y, ça fait V0 sinus bêta, c'est-à-dire ici. Voilà. C'est-à-dire le V là aura deux composantes. Une composante comme ça et une composante comme ça. OK? Voilà. C'est comme ce qu'on a fait avec P là tout de suite. Donc, si vous voulez, vous pouvez tracer pointier, pointier, parallèle, pointier, pointier, parallèle. Et ça sera le VY, qui est aussi ici. Et ça sera le VX. Donc, pour avoir ça, le VX là, c'est cosinus de cet angle qu'on utilise. V sera égal à l'hypoténuse. Peut-être ça sera quelque chose comme ça. Ici. Pas jusqu'à là. Peut-être juste ici comme ça. OK? Donc, V0 cosinus alpha. Donc, ça, c'est la vitesse initiale. La composante de la vitesse initiale, c'est l'axe X, c'est l'axe Y. OK? Voilà. Comme l'accélération, si vous voulez, si vous dérivez ça, ça va faire 0. C'est une constante. Y maintenant. Donc, on va intégrer ça. Moins G sinus alpha. Donc, ça va faire moins G sinus alpha T multiplié par T. Voilà, si vous dérivez ça, vous allez avoir ça. Mais plus une constante. Cette constante-là, c'est la vitesse initiale. C'est l'axe Y. Donc, vitesse initiale, c'est l'axe Y. Ça fait V0 sinus alpha, selon l'angle alpha qui est là. Voilà, ça sera sinus. Maintenant, si VZ, ça fait 0. Les points matériels ne se déplacent pas sur Z, sur l'axe Z. Voilà, donc ça va, c'est 0 jusqu'au bout. Vous voyez que la vitesse, là, vitesse initiale n'a pas de composante Z verticale. OK. Donc, on va faire l'intégration encore pour avoir le vecteur position. Donc, en faisant l'intégration de ça, comme on a dit à l'origine, il est lancé à l'origine du repère O, donc ça dit que x0 égale à 0, y0 égale à 0, z0 égale à 0. Donc, les conditions à l'initiale, c'est tout est 0, 0, 0. Donc, pas de souci à se faire ici. Donc, intégration de V cosinus bêta, donc ça va faire V cosinus bêta fois T. Voilà, si vous dérivez ça en fonction du temps, vous allez avoir ça. Intégration de ça, maintenant, de T là, ça va faire moins 1 demi de ça, T carré. T carré. Et intégration de V0 sinus bêta, ça va faire V0 sinus bêta fois T. OK? Ça, intégration, ça va faire position initiale. Mais Z initiale, ça fait 0. Donc, ça sera 0. OK? Donc, voici vecteur position qu'on a. Comme ça. Quand il s'agit des mouvements sur un plan incliné d'un angle. Donc, je remets ça ici. On va utiliser ça maintenant pour essayer d'obtenir l'équation. OK? L'équation de la trajectoire. On va éliminer T dans un de ces deux-là. Et on va essayer, si vous essayez de tirer T ici pour remplacer ici, vous allez obtenir l'équation bilan. L'équation de la trajectoire, je parle de l'équation bilan comme si on était en chimie. L'équation de la trajectoire, j'espère que vous comprenez ce que je vais dire. C'est la fatigue qui fait ça. Donc, si je tire T ici, j'aurai X
sur V0 cosinus bêta. Donc, je remplace le T que j'ai tiré là, partout ici. Ça va me donner l'équation de la trajectoire. Et vous allez obtenir quelque chose comme ça. Il faut essayer. Donc, voici l'équation de la trajectoire. OK? G sinus alpha. Il y a un moins ici. Hein. D V0 carré cosinus carré de bêta. X carré plus X tangente bêta. Voilà l'équation de la trajectoire. OK? Donc, la trajectoire est une portion de parabole contenue dans le plan incliné. Donc, c'est comme une parabole. Sur le plan, hein, c'est comme si vous dessinez une parabole sur votre feuille. La double feuille là, que j'ai parlé dont j'ai parlé au début là. Voilà, vous ouvrez avec une angle d'ouverture et vous dessinez comme une parabole sur la feuille. Donc, tout se passe sur le plan incliné. Donc, l'équation similaire à celle de la chute libre. Vous vous rappelez chute libre qu'on avait fait avec vitesse initiale. Voilà, dans un plan vertical avec vitesse initiale inclinée. Donc, à la différence ici, l'accélération G là est remplacée. Au lieu de G, on a ici G sinus alpha. C'est ça la différence. OK? Et ça, c'est parce que G sinus alpha, c'est la composante active de G sur le plan incliné. L'autre composante étant inactive. Juste information, hein, ce sont juste des informations à la fin. Donc, ceci est valable pour les autres résultats établis lors du mouvement dans le plan vertical. Donc, on avait établi d'autres résultats, c'est-à-dire la portée, la flèche, tout ça, là, on avait établi. C'est la même chose, sauf que au lieu de G, à chaque fois qu'il y a G, vous allez remplacer par G sinus alpha. Dans le mouvement des paraboles qu'on a fait dans le plan vertical, voilà, tout est possible. Il suffit juste de remplacer G par G sinus alpha. OK? Il y a quelque chose là, je voulais corriger. C'était où même? Carré. Avant de commencer les 6, je vais corriger ça pour ne pas oublier. Pour les planètes là. Ah, ça doit être le carré ici là. Bon, on va continuer après. Passons à l'exercice d'application. OK? Exercice d'application qui va essayer de couvrir un peu tous les points. Donc, on vous dit lors d'un match de football, un joueur frappe dans le ballon posé sur le sol. Celui-ci, c'est-à-dire le ballon, part avec une vitesse initiale, donc de V égale à 30 mètres par seconde, faisant un angle alpha égal à 30 degrés avec l'horizontale. OK? G, on vous a donné ici G, 10 mètres par seconde carré. OK? On néglige l'action de l'air, c'est-à-dire les frottements sont négligeables. L'origine des dates coïncide avec les lancements, lancés des ballons. Donc, on vous demande d'établir l'équation de la trajectoire du ballon en fonction des paramètres du tir. Les paramètres de tir, c'est-à-dire vitesse initiale, l'angle avec l'horizontale. Voilà. Donc, on dit un joueur de l'équipe adverse tente d'intercepter le ballon arrivé au sol. OK? À quelle distance X du point de départ du ballon doit-il se placer? Donc, c'est pour dire qu'on essaye, on vous demande de calculer la portée du ballon. OK? À quelle distance? Vous vous rappelez que la portée, c'est la distance entre le point de départ et puis le point d'impact, là où le ballon va atterrir. OK? On essaie de schématiser comme ça. Bon, ce schéma-là n'est pas dans l'exercice, mais vous essayez de schématiser. X, Z, et voici l'angle vitesse initiale. Donc, vous considérez, vous pouvez, l'origine des dates, on a dit que c'est au moment du tir. L'origine des espaces aussi, vous devez dire, c'est au moment, c'est
là où le ballon a été posé au départ. C'est ça l'origine. OK? Donc, on peut, comment dire, on peut faire ça, l'origine des dates, l'origine des repères, des espaces. Et voici les données ici. Avec ça, on peut donc continuer. D'abord, équation de la trajectoire. Système. Le système ici, c'est le ballon de masse M. OK? On n'est pas la masse du ballon. Référentiel terrestre supposé galiléen. Donc, bilan de force. Quelles sont les forces? Donc, chute libre. On vous a dit, la seule force, c'est le poids. C'est simple. Pas aller chercher trop loin. Quand je chute libre, c'est pas comme dans les plans, sur le plan incliné où il y a réaction du support à considérer. Non, non. Il y aura pas ça. Donc, chute libre, c'est le poids seulement. Donc, théorème de l'énergie, des centres d'énergie. Donc, somme de forces extérieures égale à M fois A. Donc, ici, c'est juste pour montrer que les A là égale à G. OK? Voilà. Parce que la seule force, c'est P. Donc, MA égale à MG, ça veut dire que A égale à G. Donc, par intégration, on va intégrer G là, c'est toujours, ça est déjà là, c'est matérialisé ici. Donc, la seule composante G est uniquement sur l'axe Z. Donc, sur tous les autres axes, G, ça fait 0, 0. Donc, l'accélération 0, 0. Ici, c'est opposé à l'axe Z, donc ça fait moins G en termes d'intensité. Donc, on va intégrer ça. Intégration 0, ça fait une constante. Cette constante-là, c'est la vitesse initiale. La vitesse initiale, donc, l'axe X, ça fait V0 cosinus alpha. Voilà. Donc, c'est ce qu'on a ici. V0 cosinus alpha. C'est Y, il n'y a rien qui se passe là-bas. Donc, tout ce qui est Y là, c'est 0, 0, du début jusqu'à la fin. Le mouvement se passe dans le plan vertical. Donc, ça veut dire qu'il n'y a rien qui se passe au niveau de Y. OK? Donc, vous allez avoir 0 ici au niveau de Y. Maintenant, pour Z, l'axe Z, moins G, T, plus une constante. Cette constante-là, c'est la vitesse à l'initiale. Donc, V0 sinus alpha. La composante sur l'axe Z de la vitesse V0 là. Donc, V0 cosinus et sinus alpha. On passe maintenant vecteur position par intégration. Donc, ici, on intègre ça, ça fait V0 cosinus alpha fois T, plus une constante qui est la position initiale. Attention, ce n'est pas chaque fois 0. Vous pouvez considérer que le ballon, si au lieu que le ballon soit à terre, le ballon était par exemple à 2 mètres d'altitude, je ne sais pas. Et puis, ça peut arriver, non? Et puis, les joueurs tapent dans le ballon. D'accord? Donc, ici, X égale à V0 cosinus T, Y égale à 0. Z là, on fait l'intégration maintenant. Moins Z, moins ZT plus V0 sinus alpha. OK? Donc, ici, ça va faire moins 1 demi de GT carré, okay, plus V0 sinus alpha T, plus une constante, hein, plus une constante. Cette constante-là, on devait ajouter ici, d'ordonner et la cote là à l'origine, Z0. Et comme Z0 égale à 0, c'est pour cela qu'on n'a rien ajouté ici. Voilà. Pareil, hein, pour tous les trois. Ici, comme ici, comme ici. Si Y0 n'était pas 0, on n'allait pas mettre 0 ici. Donc, ici, là, nous avons ces équations horaires là. Nous pouvons tirer T ici, par exemple, et puis remplacer dans ça pour avoir l'équation, parce que c'est ce qu'on cherche, l'équation de la trajectoire. Donc, on aura T égale à X sur V
cosinus, V0 cosinus alpha. Et on va remplacer ça par ici pour avoir, donc, Zx va être égal à ça. Et si on calcule, G, on connaît, c'est 10. V0, on connaît, c'est 30. C'est où? 30. Alpha, c'est 30. Donc, cosinus alpha, on calcule. Donc, on aura l'équation comme ça. X, tangente alpha. Alpha, c'est 30, tangente de 30. Donc, on aura l'équation de la trajectoire comme ça. Zx. Voilà, Zx. Donc, à tout X, on peut avoir les Z correspondants. OK? Donc, la deuxième question, là, nous demande de calculer la distance X, c'est-à-dire la portée. Donc, la portée maximale. Et on vous a dit que la portée maximale, là, c'est quand Z égale à 0. Ou bien, si vous êtes, ça dit que quel endroit le ballon va faire comme ça? Venir toucher à quelque part ici. À ce point où le ballon va toucher l'axe X là. Supposons que ça, c'est la surface de la Terre. Donc là, le Z égale à 0. Donc, vous posez Z égale à 0 et puis vous tirez les X correspondants. OK? Donc, on aura X égale à X égale à V0 carré sinus, sinus D alpha et tout sur G. Donc, ça, si vous vous rappelez, c'est la formule de la portée qu'on avait dans le cours. On avait donné la formule là. Si vous voulez, on peut retourner en arrière pour montrer cette formule. Il y avait ça dans la portée. Voici la formule de la portée. OK, ça est là. OK, XP, on avait fait ça en prenant comme condition que Z égale à 0 pour avoir la portée. OK, la flèche et la portée. La portée, c'est Z égale à 0. Donc, l'équation là, vous tirez Z égale à 0. Et c'est comme ça on avait établi cette portée-là, XP. C'est-à-dire la position ici, là, XP. D'accord? Donc, si vous voyez, c'est cette même formule-là, V0 carré sinus D alpha sur G. Donc, ce n'est que ça qu'on a appliqué ici dans notre cas. Je retourne maintenant là où on était. On était ici. Voilà. Donc, voici la formule. Vous ne faites qu'appliquer maintenant. Mais si vous voulez, vous pouvez tirer aussi ici. Vous pouvez poser ça égal à 0 et puis vous tirez, vous allez obtenir la même chose. Ou bien vous pouvez résoudre cette équation égale à 0 et vous allez résoudre pour avoir le x, OK, qui sera forcément positif. Donc, V0 qui fait combien? 30. Alpha qui fait 30. Donc, sinus 2 fois alpha, ça va faire sinus de 30. Sinus de 60 divisé par G qui est 10. Voilà. OK. V0. Attends, V0 c'est combien? Au carré, on me met 20 au carré. 20 au carré. V0 c'est 30, non? Ou bien si moi je me trompe. Dans l'exercice, il dit quoi? V0 c'est 30, hein? Voilà. Donc ici là, c'est faux. Ici là, ça devait être 30 au carré. OK? Sinus de. Voilà. Il faut corriger, hein? Pas copier juste pour copier. Il faut comprendre. OK, je pense que c'est tout, hein? Donc, merci beaucoup à vous. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo pour un nouveau chapitre. D'accord? Voilà. Prenez soin de vous et merci beaucoup. À la prochaine.